Bonjour tout le monde. Bon, alors, aujourd'hui, je vais parler de l'immobilier. Dans une vidéo précédente, je faisais une comparaison entre l'immobilier versus les dividendes. Et là, je parlais en fait, euh, dans ma tête, je parlais surtout d'immobilier espagnol, comme je vis en Espagne, et que j'ai acheté, en fait, la plupart de mes appartes, sur les 10 appartes que j'ai achetés dans ma vie, j'en ai acheté 9 en Espagne. Donc j'ai quand même plus d'expérience finalement au total sur l'immobilier espagnol que l'immobilier français. Voilà. Et donc une grande partie de ces apparts, j'ai acheté pour faire du locatif. Un pour résidence principale, les autres pour voilà, locatif, achat-revente, etc. Donc voilà. Pour si c'était pas clair, voilà. Maintenant, une, une chose qui serait intéressante à faire, c'est la comparaison un peu entre immobilier espagnol et immobilier français. Euh, la même chose, en fait, par rapport au percevoir des dividendes, c'est vrai que voilà, si on prend l'immobilier en France et les dividendes en France, en fait, on est probablement plus taxé de base par le régime général bah, du fait des taxes sociales qui n'existent pas. En Espagne, il n'y a pas cette histoire de taxes sociales à partir du premier euro, etc. Donc en fait, on peut être parfaitement non imposable sur des loyers avec toutes les déductions. Donc je vais revenir un peu là-dessus. Voilà. Sur l'immobilier, en Espagne, j'ai une déduction de, c'est depuis pas mal d'années, j'ai une déduction de 60% sur mes loyers. Forfaitaire, sans rien justifier. Et ça, c'est pas en faisant de la location meublée, ça peut être sur de la location vide. Il n'y a pas de régime meublé comme en France. Donc de ce que j'ai compris en France, même si j'ai pas fait de locatif, le seul appart que j'ai acheté, c'était pour résidence principale. Et en fait, j'ai jamais été très attiré par le locatif en France. Parce qu'à chaque fois que j'ai calculé, en fait, si on retire toutes les charges, c'était quand même pas très intéressant au niveau du rendement net de tout, en général. Donc voilà, les charges, les ennuis potentiels, et j'ai pas l'impression que ça se soit arrangé. Je suis parti en 2011. Et là, maintenant, j'ai l'impression que c'est encore pire. Le niveau de taxe sociale a augmenté, la réglementation s'est durcie, les DPE se sont durcis. En fait, c'est devenu vraiment, pour moi, qui regarde ça depuis l'étranger, c'est devenu vraiment une horreur. Donc voilà, 60%. Maintenant, je crois que dans certains cas, ça peut rester à 60%, et dans d'autres cas, c'est 50%. Mais voilà, ça, c'est la déduction forfaitaire de base sur de la location longue durée. Que je sache, en France, sur de la location longue durée, par exemple, que ce soit nu, il faut justifier que ce soit meublé pour pouvoir bien déduire, si je comprends bien. Voilà, déduire pas mal. Mais il reste quand même les taxes sociales. Et là, quand je vous dis c'est forfaitaire 60%, depuis pas mal d'années, je peux déduire en plus mes charges réelles. C'est-à-dire, je peux déduire en plus mes taxes foncières, mes frais de copro. Si j'ai changé du mobilier à un frigo ou quoi que ce soit, je le déduis, etc. Donc, en réalité, souvent, ça tourne vers 80% de déduction. Voilà, 70, 80%. Donc, du coup, en fait, je pouvais ça fait que si on gagne 15 000, eh ben on déduit 80%, on se retrouve sous le minimum imposable, puisque en France comme en Espagne, il y a un minimum imposable, c'est-à-dire qu'en fait une tranche en dessous de laquelle on n'est pas imposable. Donc comment dire, le revenu fiscal de référence va être très bas, c'est-à-dire qu'en fait le revenu, une fois qu'on a fait toutes les déductions, et donc du coup on passe sous le seuil. Voilà, c'est pas une déduction à proprement parler, puisque bon, j'avais eu un commentaire qui parlait d'une déduction. Non, c'est en fait la même chose qu'en France. C'est on a une première tranche qui est considérée comme un minimum vital, en dessous duquel, en Espagne, on n'impose pas, et la même chose en France, voilà. Donc voilà. Mais il y a quand même une différence en France, c'est qu'à la limite, par exemple, quelqu'un qui serait sous ce seuil pourrait quand même être taxé à cause des taxes sociales. C'est-à-dire quelqu'un, je vais vous prendre un exemple, qui gagne que 5 000 euros par an sur des livrets, ben en fait, des livrets voilà, qui sont donc fiscalisés, par exemple, je parle pas du livret A, eh ben il pourrait parfaitement se taper au minimum déjà toutes les taxes sociales, donc
c'est quand même une forme d'imposition qui n'existerait pas en Espagne dans ce cas. Parce qu'en Espagne, qu'est-ce qui va se passer? Si par exemple vous gagnez que 100 000 euros sur des livrets, eh ben, et que c'est des livrets espagnols par exemple, eh ben vous allez avoir un prélèvement, comment dire, libératoire, voilà, un prélèvement qui va ensuite être remboursé, sachant que vous êtes non imposable. Et puis voilà, donc imposition zéro, pas de taxe sociale, ce sera ça. Ce sera ça. Donc moi juste c'est le cas puisque bon voilà, en France vers la fin quand j'avais un peu levé le pied, eh ben j'avais quoi 180 avant de partir 187 000, 184 000 quand j'avais décidé de lever le pied par rapport à la bourse. Et ben j'avais une partie sur des promos livrets etc. À 4-5%, un truc comme ça. Et ben j'étais taxé au niveau, voilà, taxe sociale, etc. Donc même sans rien faire, sans gagner énorme, etc. Donc dans cette situation d'attente avant de faire autre chose, eh ben la France me ponctionnait régulièrement alors que je gagnais pas grand-chose, franchement, à ce moment-là, justement au moment avant de partir en Espagne. Donc du coup, ça m'a montré qu'en fait, ouais, en France, on est plus facilement une vache à lait, même à plus faible revenu, finalement, à un faible revenu, voilà, égal en France et en Espagne, par exemple, sur des produits d'épargne, bah, on va être éventuellement plus taxé en France à cause de, voilà, de ce minimum des taxes sociales qui, en fait, s'en fout. C'est dès le premier euro. Voilà. Donc, il y a ça. Donc, il y a le fait qu'effectivement, on puisse être réellement complètement non imposable en Espagne ou très peu imposable grâce aux déductions énormes sur la location longue durée. Petite parenthèse, j'avais déjà fait de la location temporaire du genre Airbnb. Je suis revenu justement, par contre, sur un appart, j'avais fait, et je suis revenu sur de la longue durée. Pourquoi? Parce que sur la courte durée, par contre, on n'a pas ce genre de déduction de 60% forfaitaire, la déduction énorme sans rien justifier, auquel on rajoute les frais réels. Donc du coup, on se retrouve plus fiscalisé potentiellement sur de la courte durée, en plus que ça demande beaucoup plus de boulot, que sur de la longue durée. Voilà. Alors, je ne sais pas si c'est le cas en France, si la longue durée aussi est plus intéressante, mais en Espagne c'est clairement le cas, c'est plus intéressant fiscalement, il y a vraiment voilà une carotte fiscale pour effectivement inciter à faire de la location longue durée. Donc voilà. Après, que vous dire? Si on fait une autre comparaison sur, par exemple, les taxes foncières, par exemple, le niveau de roulement de fonctionnement des appartements, eh ben, taxe foncière, je me souviens par exemple le premier appart que j'avais acheté, par rapport à sa valeur locative, la taxe foncière faisait peut-être 1 mois et demi de loyer quand j'étais parti. Et pourtant c'était un bon rendement, hein, comme je vous avais dit, c'était un appart que j'avais acheté à petit prix à l'époque, et le rendement brut, avant la déduction de taxe foncière, bah, c'était plutôt vers, ouais, bah, assez élevé, vers les 10%, un truc comme ça, pas très loin. Voilà. Mais après, une fois qu'on retire justement plusieurs choses, voilà, ça tombe assez vite en France. Donc, je sais que dans certaines communes, ça pouvait, certains cas, j'ai vu des fois, où j'ai pas acheté, où ça pouvait être 2 mois, la taxe foncière représentait 2 mois de loyer. Donc du coup, quand vous êtes là-dessus, sur 2 mois de loyer, ça commence à compter, là. Voilà. Parce qu'après, il y a aussi éventuellement d'autres frais. Puis il y a les taxes sociales, justement, qu'il n'y a pas en Espagne. Donc, en Espagne, pour vous faire la comparaison, par exemple, ben, bien souvent, c'est en dessous du mois de loyer. C'est souvent, moi là par exemple, les apparts, souvent, ils sont en dessous de la moitié d'un mois de loyer au niveau taxe foncière. Moitié d'un mois de loyer. Donc ça n'a rien à voir. On passe de... Peut-être la taxe foncière représente 3 fois plus par rapport au loyer. En France, souvent, voilà, 3-4 fois plus. Donc du coup, ça change des choses dans le rendement locatif net de tout. Donc, de manière globale, sur les 10 dernières années, j'ai eu l'impression que le rendement locatif en Espagne, quand on achète, voilà, pas trop mal dans l'ancien, est souvent supérieur à celui en France. J'ai rarement vu, par exemple, du 12% brut en France, et en Espagne, oui, j'ai vu ça pendant des années, du 10-12% brut qu'on pouvait acheter, oui, assez facilement, en faisant quelques petits travaux, pas grand-chose, hein, pas un truc en ruine, etc. Ah, voilà, s'il y a un truc qui a 10-12% brut en ruine, effectivement, c'est une mauvaise affaire, fuyez. Si par contre, il y a vraiment pas grand-chose à faire, un peu de peinture ou voilà, 2 fois rien, bah franchement, je veux dire, là, oui, c'est intéressant. Si en intégrant ces coûts, on se retrouve vers du 12%, 11-12%, oui. Alors,
peut-être que maintenant, avec la montée des prix, c'est plus dur. Peut-être que on peut peut-être tourner des fois vers les 9%. Voilà. C'est-à-dire que dernièrement en Espagne, les prix ont monté et les loyers aussi. Donc on va dire que dans un sens, voilà, on achète plus cher, mais on peut aussi louer plus cher. Mais j'ai l'impression que les prix ont dernièrement grimpé plus vite que les loyers. C'est-à-dire que dans un premier temps, les loyers grimpaient plus vite, et ensuite il y a eu un rattrapage au niveau des prix. Donc ce qui fait que ça devient petit à petit moins intéressant que ça ne l'était. Mais voilà, pour la France, quand je regarde, alors il y a aussi autre chose maintenant, on va parler aussi des autres complications qu'il y a en France, qu'il n'y a pas ici pour l'instant en tout cas, c'est le DPE. Par exemple, ici, le DPE en Espagne est purement à titre indicatif. Bien souvent, même ils le font par-dessus la jambe. Hein, c'est comme ça. J'ai eu un DPE que j'ai fait pour vendre et la personne s'est même pas déplacée. Paf, à distance, elle l'a fait. Voilà. Voilà. Donc et ça ne change rien en fait la note par rapport à la vente qu'on va faire, etc. En France, je sais que le DPE 1 est beaucoup plus dur. Éventuellement, on va être moins bien noté. Mais en plus, il peut être bloquant. C'est-à-dire que maintenant, je sais que, voilà, à partir de telle lettre, on n'a plus le droit de louer, voilà, on peut plus faire certaines choses, donc du coup, ça devient pénalisant, ouais, ça devient effectivement, et les frais aussi pour rendre compatible, apparemment, peuvent être assez énormes. Donc voilà. Et ben, j'espère que ce délire, parce que aussi, ça n'a pas forcément un rapport avec la réalité de la chose, ça aussi, c'est l'autre point qui me dérange un peu en France. Si vous me demandez actuellement, est-ce que j'achèterais en France l'immobilier locatif, dans beaucoup de cas, probablement pas. Parce que bah, voilà, je vois un peu la situation. C'est rare que ce soit intéressant, c'est très rare. En Espagne, actuellement, avec la hausse des prix, il y a encore certains endroits où ça pourrait peut-être valoir le coup. Mais le problème pour moi, c'est que je considère l'immobilier comme quelque chose de proximité, pour pas avoir pour justement générer pas trop de coûts et que ça vaille le coup, ce soit intéressant net de tout, après tous les frais. Donc du coup, ces endroits étant un peu plus loin de chez moi maintenant, bah, moi j'aime pas trop l'immobilier à distance, donc a priori j'achèterais pas, sauf si j'avais rien d'autre, on va dire, à faire avec mon argent, que je voyais pas d'autres placements, que tout le reste était a priori vraiment inintéressant. Alors peut-être que je me tournerais en dépit là-dessus. Ou non, trop intéressant ou trop inintéressant ou trop dangereux, voilà. Que par exemple on soit des niveaux de bulles sur les marchés vraiment trop, etc. Voilà. Mais sinon, voilà, je suis actuellement. De toute façon, j'ai jamais été acheteur à tout prix sur l'immobilier. J'ai toujours acheté un certain rendement, même à la limite à un certain prix, ou pas au-dessus d'un certain prix. Donc avec un budget, avec voilà, je veux pas mettre plus de temps, etc. Et je pense que c'est l'attitude qu'il faut avoir pour l'immobilier. Il faut pas être un acheteur à tout prix. Je ne suis pas une personne qui croit en la hausse éternelle sur l'immobilier, etc. Je suis pas une sorte de machin. Je ne crois pas non plus à la baisse éternelle, puisque bon, je me souviens lors du crack immobilier, il y en avait certains, il y avait notamment un blog espagnol que je suivais. Et la personne, elle attendait tout le temps que ça baisse de plus en plus. Et puis après, finalement, quand ça a arrêté de baisser, et puis que c'est reparti à la hausse, bah, la personne, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a arrêté son blog. Tu vois, son blog, il a été mort, quoi, parce qu'en fait, il avait plus grand-chose à se mettre sous les dents. Puis petit à petit, en fait, le drame qu'il voulait vendre, bah, ça marchait plus. Et donc voilà. Mais effectivement, pour lui, l'horizon était très sombre et on allait chuter pendant des années, on n'allait jamais s'en remettre, etc. Donc les sortes de baissiers éternels sur l'immobilier aussi, voilà, j'imagine que la personne en question, elle est peut-être locataire éternel, ce qu'on appelle comment ça s'appelle, locavie. Voilà, je me souviens, c'est un joli terme qu'on utilisait en France sur les forums il y a longtemps pour parler des personnes qui n'achètent jamais, sont des locavies, voilà. Et donc effectivement, des fois, elles ont un point de vue biaisé puisqu'elles n'ont jamais acheté, donc du coup, elles se mettent jamais de l'autre côté, elles espèrent que ça baisse, que ça se pète la gueule éternellement, mais voilà, il y a à terme quand même l'actif immobilier, sauf cataclysme, etc., sauf problème majeur de dépopulation ou autre, eh ben c'est un actif qui grimpe, qui va suivre l'inflation, qui va protéger justement de l'inflation, comme je vous ai dit dans de précédentes vidéos. Mais voilà, la France est quand même assez mal barrée si on fait la comparaison avec l'Espagne. Qu'est-ce qu'il y a d'autre également? Avec l'Espagne, la région où je suis, ben, par exemple, là, les apparts que j'ai achetés, souvent en général, il n'y a même pas de radiateur. Pourquoi? Parce qu'il fait pas si froid que ça. Surtout si l'appart est orienté sud ou qu'on a mis une bonne isolation, voilà. Donc,
En fait, c'est voilà, c'est en gros limite, si on se met une laine, un truc, c'est ce que font beaucoup d'Espagnols. En fait, ils chauffent pas ou très peu et ils mettent une grosse laine et puis voilà, fin de l'histoire quoi. Parce qu'en fait, c'est pas assez froid souvent pour que ce soit vraiment si nécessaire que ça pour chauffer. D'ailleurs, bon, voilà, vous m'avez vu torse nu, en t-shirt, etc. Vous voyez bien, sans chauffage, je suis pas en train de me les cailler tout le temps, etc. Donc, en hiver, voilà, en plein hiver. Donc, je dirais que l'immobilier espagnol, pour le locatif, est souvent plus intéressant, et aussi pour la résidence principale, en fait, ma conclusion. C'est parce que, ben voilà, l'économie est plus importante, les déductions sont plus importantes sur le locatif, et l'économie qu'on peut réaliser sur la résidence principale au niveau frais de copro, qui sont souvent plus faibles aussi. Donc frais de copro et taxes foncières, et taxes d'habitation, ça n'a jamais existé ici, donc c'est pas un sujet. Voilà, et ben, comme je vous ai dit dans une vidéo précédente, j'ai vécu 3 ans à Roanne, pendant 3 ans, chaque année, enfin près de 3 ans, presque 3 ans, chaque année, ça a grimpé. La taxe foncière de l'ex-propriétaire, j'ai vu le prix que c'était. Quand je paye la mienne, ça grimpe. Ensuite, ça grimpe l'année suivante. Ensuite, ça continue à grimper. Voilà. Moi, en Espagne, j'ai vu autre chose depuis 2011. Voilà, donc quand je suis venu, j'ai acheté mon premier appart. J'ai acheté plusieurs apparts. Ça n'a jamais grimpé. La taxe foncière ne grimpe pas. Ma taxe foncière n'est pas plus élevée que la première taxe foncière que j'ai payée en 2012. Voilà. La dernière que j'ai payée en 2024, c'est la même qu'en 2012. Donc plus d'une décennie, plus de 10 ans, sans que ça grimpe. Et ça, en France, je crois pas que ça existe. Donc c'est aussi pour ça peut-être qu'elle à la longue, vu que ça baisse pas, ça et que ça n'arrête pas d'augmenter en France, bah ça fait une distorsion. Hein. Comme vous voyez, ça fait une distorsion importante. Et donc forcément, c'est en faveur de l'Espagne plutôt. Voilà. Et même chose pour les taxes sociales qui ne sont jamais venues ici. Comme vous savez, il y a longtemps, les taxes sociales, c'était un petit peu, puis petit à petit, ça a grimpé le forfait, voilà, taxe sociale. CSG, CRDS, etc., remboursement de la dette sociale, etc. Donc, eh ben, forcément, ça aussi. Euh, voilà. Qu'est-ce qui pourrait être plus intéressant? La seule chose que je vois plus intéressante en France, c'est l'exonération de la plus-value sur la résidence principale à la revente. C'est d'ailleurs celle que j'ai exercée à Rouen, comme vous savez, donc j'ai fait une plus-value qui était à zéro. Dès lors qu'on rentre dans le locatif, on est beaucoup plus lourdement taxé. D'ailleurs, en France, en fait, si je devais acheter quelque chose, en fait, a priori, ce serait, si jamais je revenais en France, hein, c'est pas prévu, mais ce serait a priori que la résidence principale. Pourquoi? Parce que c'est le plus intéressant. C'est-à-dire qu'en fait, sur l'économie de loyer qu'on va avoir en achetant en comptant, on n'aura pas les fameuses taxes sociales. Voilà, ce sera pas taxé. Mais en fait, le reste, dès qu'on va dans le locatif, c'est taxé. Puis après, à la plus-value, ça va être très, très lourdement taxé aussi. C'est à la revente. Donc, non, c'est assez peu intéressant en fait. Pour moi, l'immobilier en France, a priori, il faut se contenter de la résidence principale. En Espagne, je dirais que ça peut être intéressant pour la résidence principale. Donc, quand on achète à prix correct, intéressant par rapport à la France, dans certains coins. Et ça peut être intéressant pour le locatif, mais attention, c'est quand même assez engageant. Donc dans certains cas, ça peut être intéressant sur du locatif, voilà. Mais je dirais que les affaires sont quand même beaucoup moins rares qu'à une certaine époque, celle que j'ai connue où j'ai acheté pas mal d'appart et voilà, qui depuis, comme vous voyez, depuis 2022, en fait, je n'ai plus racheté d'appart. Donc c'est pas innocent, c'est parce que je considère qu'on commence à rentrer dans une zone moins intéressante et voilà. C'est-à-dire qu'à l'époque, je voyais une plus-value à la clé possible, parce qu'on avait quand même beaucoup baissé, donc une possibilité de remonter. Cette remontée a eu lieu, et maintenant, bon, c'est donc évidemment moins intéressant qu'à l'époque. Donc je dis pas que ça peut pas continuer à monter, évidemment, mais évidemment, après 10 ans de remontée, peut-être environ 10 ans de remontée, bah c'est plus délicat, c'est plus risqué pour moi, à mon sens. C'est comme ça que je le vois. Mais voilà, chacun a sa psychologie par rapport à ça. Ok, allez, à plus.